Salut. Salut. Salut les enfants. Tu dessines quoi? Un personnage qui s'appelait Galilée. Pourquoi tu dessines Galilée? Parce qu'il y a exactement 400 ans, il a été le premier homme à voir plus loin que ses yeux. Ça lui a fait mal? Non. Comment il a fait pour voir plus loin que ses yeux? Il a utilisé une lunette astronomique un petit peu comme celle-ci. Il avait quel âge? Il avait 45 ans. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 46 ans. Mais t'es qui, toi? Moi, je m'appelle Fiami, je suis auteur de bande dessinée. T'es pas prof? T'es pas astronome? Je suis même pas du tout scientifique. Alors qu'est-ce que tu fais là? Je suis là parce que j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Les Vies de Galilée, qui raconte 6 grandes étapes de l'histoire de l'astronomie. Vous voulez que je vous les raconte? Oui, mais c'est quoi l'astronomie? L'origine du mot astre pourrait venir du sanskrit, qui est la langue indienne vieille de plus de 5000 ans. En sanskrit, str signifie ce qui est jeté, dispersé. C'est vrai que quand on regarde les étoiles, on a un petit peu l'impression qu'on les a jetées comme ça dans tous les sens. L'astronomie serait l'étude de cette dispersion. Et qu'est-ce que tu dessines maintenant? Un Babylonien, Et pourquoi tu dessines un Babylonien? parce que c'est avec lui que notre histoire commence. Suivez-moi. Et revoilà notre Babylonien. Mais c'est quoi un Babylonien? Un habitant de Babylone. Et c'est où, Babylone? En Mésopotamie, l'Irak actuel. Nous voici vers 570 avant Jésus-Christ, sous le règne de Nabuchodonosor II, qui avait fait construire la fameuse tour de Babel et aussi les jardins suspendus de Babylone. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, mais c'est quoi l'astronomie? À cette époque, ça fait déjà plus de 3000 ans que les Mésopotamiens observent le ciel et notent minutieusement tout ce qu'ils voient sur des tablettes en argile. Ils pensent que les dieux utilisent le ciel pour nous envoyer des messages et ils essayent de les déchiffrer. Ils notent par exemple que lorsque telle étoile est surgie à l'horizon, il est arrivé tel événement. Ils font ça depuis 3000 ans. Ils essayent de trouver une logique. L'étude du ciel est tellement importante pour eux qu'ils ont établi à travers tout le pays un véritable réseau d'observatoires dont un des buts principaux est de protéger le roi. Je comprends rien. Moi non plus. Leur grand souci, c'est de lire dans le ciel l'annonce d'une menace contre le roi. Si ils prévoient, par exemple, qu'une éclipse pourrait annoncer la mort du roi, vous savez ce qu'ils font? Il pleure. Il claque des dents. Mais non, ils courent prévenir le roi. Et alors, le roi, que voici, abandonne son trône. Et il n'est donc plus menacé pendant la période dangereuse. On nomme un roi remplaçant, si possible un rival ou un opposant. Et lorsque l'éclipse arrive, si le remplaçant ne meurt pas, on le remercie poliment et puis on le massacre. Ça permet au vrai roi de retrouver son trône et puis de confirmer l'exactitude de la prévision. Vous savez, au-delà de cette anecdote, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut dire que les Mésopotamiens ont appris à lire avec le ciel et qu'ils lisaient plutôt bien puisqu'ils étaient déjà capables de prévoir les éclipses grâce à leurs observations notées sur des tablettes en argile. Alors si je comprends bien, l'astronomie, c'est déchiffrer les messages du ciel. À cette époque, oui. Vous savez, on doit plus à la civilisation mésopotamienne qu'à aucune autre. Ils ont inventé la roue, ils ont inventé l'écriture, ils ont inventé la littérature. La plus vieille histoire écrite du monde, par exemple, c'est Gilgamesh. Elle racontait quoi cette histoire? L'histoire d'un homme qui ne voulait pas mourir. C'est génial et ça a même inspiré la Bible. C'est tout? Non, on leur doit aussi le développement de disciplines liées à l'observation du ciel, comme les mathématiques ou l'agriculture. Et on leur doit même notre manière de mesurer l'espace et le temps. Comment ça? Si je vous dis que les Mésopotamiens comptaient en soixantaine, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce qu'on compte encore aujourd'hui en 60? Les minutes. Les secondes. Exact. Et ils ont divisé le cercle en 360 parce qu'ils pensaient que le Soleil voyageait autour de la Terre en une année de 360 jours. Mais l'année a 365 jours, pas 360. Et c'est la Terre qui tourne, pas le Soleil. C'est juste. Mais pour comprendre tout ça, il faudra encore des années. Vous voyez vos petites montres avec leurs 60 minutes et leurs 60 secondes? C'est une des nombreuses conséquences sur notre vie quotidienne qui sont liées aux observations et aux méthodes de calcul des Mésopotamiens d'il y a 5000 ans. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va faire une expérience. Vous vous souvenez sur quoi les Babyloniens écrivaient? Des feuilles de palmier. Mais non, il a dit tout à l'heure qu'ils écrivaient dans l'argile. On va jouer aux Babyloniens et on va essayer de redessiner la plus vieille carte du monde qu'on connaisse sur une tablette en argile. Regardez.
ici on a la tablette, ici j'ai un petit bâton, et toi, tu vas venir dessiner cette carte du monde, d'accord? Oui, mais comment ils imaginaient le monde, les Babyloniens? Pour eux, la Terre était ronde et plate, entourée par un océan infini. Alors, essaye d'abord de faire cette Terre ronde. Voilà, ils pensaient qu'elle était plate, tu vois, comme une assiette. Très bien. Et puis, elle était entourée par un océan infini. Joli. Voilà. Et puis, au centre. Devine ce que les Babyloniens mettaient au centre de leur monde. Babylone. Exactement. Alors, à gauche et à droite de Babylone, on va dessiner les deux grands fleuves. C'était le Tigre et l'Euphrate. Alors, tu fais deux lignes. Voilà. Le Tigre et l'Euphrate. Bravo. Tu as redessiné la plus vieille carte du monde qu'on connaisse. C'est ça la plus vieille carte du monde? Non, en fait, la plus vieille, c'est celle qui est là. Et ça, c'est la plus récente des plus vieilles. C'est quoi ce bruit? Les enfants, je vous présente Bilal, notre philosophe. Bonjour. Ça va, Bilal? Ça va bien et toi? Ouais, t'as fait un bon voyage? Fatigant, mais bon. Dis-moi, toi, t'es plutôt babylonien ou philosophe? Philosophe plutôt que babylonien. Et alors, c'est quoi un philosophe? Quand on a faim, l'estomac demande quoi? À manger? À manger. Et le cerveau demande quoi pour être nourri? Dépenser? Dépenser. Et ben voilà, un philosophe, c'est quelqu'un qui va étudier et analyser les pensées, qui va essayer de répondre à des questions que posent tous les adultes, mais surtout que posent toujours les enfants quand ils disent à leurs parents « pourquoi, pourquoi, pourquoi ». Un philosophe, il va essayer de répondre aux questions du pourquoi de la vie. La philosophie, ça a un rapport avec l'astronomie? Oui, c'est un rapport avec l'astronomie, puisqu'au départ, les philosophes qui s'interrogeaient sur l'origine du monde voulaient essayer de comprendre pourquoi nous étions là, d'où nous venions. Et comme les philosophes répondent au monde qui leur entoure, qui les interpelle, qui les émerveille, eh bien, ils étaient émerveillés devant la beauté du ciel. Et en fait, ils ont pensé dans un premier temps que l'origine des êtres humains, c'était exactement, on venait plutôt de l'univers. Donc ils ont mis une explication de l'origine du monde dans l'univers. Pour vous, c'est quoi l'astronomie? L'astronomie, pour moi, c'est l'étude des astres. Et c'est une science qui devient de plus en plus importante parce qu'aujourd'hui, on a des techniques qui nous permettent d'aller chercher des réponses très, très, très anciennes, qui ont des milliards d'années. Et en fait, l'astronomie, c'est aussi l'explication de notre origine et du monde qui nous interpelle aujourd'hui. Donc, un philosophe est intéressé, c'est une manière de répondre à cette question que posaient les premiers philosophes. Comment la Terre est née? Si je résume un petit peu, on peut dire que avant, les astronomes, c'était des philosophes, puisqu'ils se posaient toutes ces questions. Oui. Aujourd'hui, est-ce que les astronomes sont encore philosophes ou pas? Non, puisqu'aujourd'hui l'astronomie c'est devenu une discipline très très spécialisée. Il faut faire de très très longues études, comme pour la philosophie. On ne peut pas faire les deux, mais on peut s'intéresser, si on est astronome, à la philosophie, et si on est philosophe, à l'astronomie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens essayent de réfléchir et de comprendre ce que les autres disciplines découvrent pour répondre à cette question qui intéresse toujours tout le monde, l'origine du monde. Très bien. Au revoir. Merci Bilal, à Au revoir. bientôt. À bientôt. Bon Au revoir. retour. Au revoir. Salut. Au revoir. Je connais quelqu'un de l'autre côté de la Terre qui pourrait peut-être nous aider. Le problème, c'est qu'il vit au Chili et que là-bas, les gens ont la tête à l'envers. On l'appelle quand même? Oui, on l'appelle. on l'appelle. J'espère qu'il parle à l'endroit. Allô Alain, ici la Suisse, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Hola, hola, hola. Zut, il parle à l'envers. Non, hola, c'est salut en espagnol, c'est pas allô à l'envers. Ouf! Les enfants, je vous présente Alain Maury. Alain est un brillant astronome qui vit au Chili, au milieu du désert d'Atacama, le désert le plus sec du monde. Alain propose chaque nuit aux touristes égarés des tours du ciel magnifiques. Il a découvert des comètes. C'est une véritable pointure en astronomie. Vos chaussettes du combien? Comme ça, à peu près du 45, 45. Alain, les enfants aimeraient te poser une petite question. À quoi ça sert l'astronomie? Enfin, ça, c'est pas une petite question, c'est une grande question. Mais depuis très 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 longtemps, les gens ont fait de l'astronomie parce que dès le départ, dès qu'on a eu un petit peu de cerveau, on a essayé de se demander, voilà, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que sont les étoiles? Qui a fait tout ça? Quel sens on a dans tout l'univers? Et pourquoi vous êtes devenu astronome? Ah, on ne devient pas astronome, on est astronome. C'est un peu comme Obélix, tu vois, on tombe dedans quand on est petit, et puis on en fait toute sa vie.
Moi, au départ, c'est simplement parce que c'est beau. Quand tu n'es pas dans une ville, quand on voit vraiment bien le ciel, c'est vraiment de quelque chose d'impressionnant. Quand tu regardes Saturne, c'est vraiment magnifique. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont d'abord par la beauté, et puis ensuite la beauté de ce qu'on comprend, comment fonctionne l'univers, etc. Puis ensuite, on va s'attacher à l'astronomie. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun astronome qui connaît tout le ciel, qui connaît tout l'univers. Il y a 10 000 astronomes dans le monde, et chacun travaille sur un petit aspect. Il y a des gens qui travaillent sur le système solaire, d'autres sur les étoiles, d'autres sur les galaxies, etc. Ok Alain, écoute, merci beaucoup pour ces réponses, et puis on se rappelle bientôt dans une prochaine émission, d'accord? Pas de souci, je suis toujours là. Merci à toi, à bientôt, salut Alain. Au revoir. Au revoir. Bon les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être venus me voir, c'était vraiment super. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Salut Fiammy. Salut les Salut, enfants. Salut, salut. Alors toi, t'as compris ce que c'est l'astronomie? Ouais, c'est regarder le ciel et se poser plein de questions marrantes. Mes parents, ils me disent toujours que je suis dans la lune, mais je leur répondrai que c'est parce que je fais de l'astronomie. Ha ha ha.